On a marché sur la Terre, l'émission de la RTS qui prouve que chaque problème a sa solution. Enfin, presque. Aujourd'hui, du ski 100% bio avec de la vraie neige dedans en Suisse. La qualité de l'eau et ses micropolluants en Romandie. Et le lien particulier entre mozzarella et mafia à Naples. Ça fait rêver, non? Alors, c'est parti. Megan, Benjamin et Carolina sont jeunes, romans et créateurs de contenu pour Internet. YouTube, Instagram, TikTok, leurs vidéos rencontrent un beau succès sur les réseaux sociaux. Et ils ont accepté le défi que nous leur avons lancé, réaliser une vidéo sur un projet environnemental dont ils ignorent tout à ce jour. Chiche, ça va pas être tout simple. Ils vont vous montrer que partout, en Suisse et en Europe, des femmes et des hommes changent de comportement pour sauver notre chère planète. Allez, présentation rapide de nos 3 aventuriers. Megan, alias World of Advice, 24 ans, étudiante en droit, plus de 80 000 abonnés YouTube et Instagram confondus. Source d'inspiration, ses études, ses voyages, son quotidien et bien plus encore. Carolina, 23 ans, plus connue sous le nom de la Carologie, compte près de 300 000 abonnés YouTube et Instagram. Coup de gueule, passion, réflexion, ses vidéos sont comme elle, sans chichi et pleines de vie. Benjamin Friand, 30 ans, c'est le sportif de la bande. Avec près de 350 000 abonnés YouTube, Instagram et TikTok, il nous donne d'incomparables frissons. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une trottinette. Mais pour l'heure, Megan, Carolina et Benjamin découvrent leur destination et surtout quel sujet va leur tomber dans les pattes. Quel suspense! On découvre. C'est moi qui l'ai en premier du coup? Allez. Alors, je vais en Suisse pour découvrir le ski bio, solution environnementale en termes de loisirs. Ski bio. Okay. Et je pars dans les Alpes, à l'Axe et au Moss. Trop cool. Bon, Caro, tu vas où On toi? va voir où je pars cette fois. En Italie, cool. Trop bien. Pour nous parler d'une expérience en termes d'alimentation, la mozzarella anti-mafia. Ok. Anti-mafia. Déjà, il y L'agromafia. a le mot mozzarella donc tu vas bien manger, c'est déjà Ah, cool. il y a quand même le mot mafia dedans. Pour ma part, eh bien je reste en Suisse. Comme voilà, oui, exactement. Je vais parler des inquiétudes quant à la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant parce que finalement on en boit tous les jours. Un peu normal. Bon, bah c'est parti. C'est parti! D'ici une semaine, ils doivent être de retour avec une vidéo prête à être diffusée. Elle sera ensuite commentée par un expert. Allez, go! On commence avec Benjamin qui part là-haut sur la montagne pour vivre une expérience unique, impossible à réaliser sans le concours de professionnels surentraînés, qu'on se le dise. On vient de se lever, on a un super beau temps. Et là on est au Moss, il fait super beau, c'est génial, on va partir pour la rando, on se prépare gentiment. On voit un petit peu qu'on est débutant quoi, hein. Tous les autres sont partis, nous on traîne. T'as pris les tomates et les œufs? Oui. Ok, c'est le plus important. Et le fondant aussi, c'est important. À consommer avec modération, bien sûr. Bref, Benjamin a rendez-vous avec la neige et il a bien sûr farté ses skis. Même si le ski n'est pas un sport réputé pour être respectueux de l'environnement, Benjamin va découvrir qu'on peut profiter de la glisse tout en minimisant son impact. Les pots de phoque sont installés, on est prêt à y aller avec toute l'équipe. Voici notre guide, Arthur, notre pro rider, Matt, et puis on a le chef là-bas de la région. Mais avant d'aller s'éclater sur les sommets, être bien préparé est indispensable à la sécurité et au plaisir de tous. En effet, une jolie montée de 1200 mètres de dénivelé, ça ne s'improvise pas. La veille, le petit groupe s'est retrouvé autour d'Arthur, le guide, et d'une amie. Mais il y a surtout Arnaud Cotet, freerider aventurier, qui a posé ses lattes sur les pentes les plus reculées de la planète, et Matt Cher, snowboarder professionnel qui milite pour une manière de skier plus responsable. Pour lui, une bonne paire de pots de phoque, un train et une caméra suffisent à vivre l'aventure. À l'en croire, la montée est presque meilleure que la descente.
Bon ben Benjamin, il n'y a plus qu'un. Allez, au boulot. Heureusement, Benjamin s'adapte vite au rythme du groupe. C'est comme ça que tu pratiques le snowboard même au niveau professionnel. Ben oui, c'est ça, essayer d'aller trouver les coins où il y a de la bonne neige et rider des lignes vers chez nous en allant en speedboard. En prenant le train. Et en prenant le train, ouais. Ça, c'est important pour toi. Oui, c'est important de prendre le train. J'ai pas de voiture, ça fait 10 ans que je fais du snowboard professionnel sans voiture. Pour moi, c'est important d'allier ma passion pour le snowboard et mes convictions environnementales, et essayer de partager un message positif et d'essayer de montrer que je peux continuer à faire ce que j'aime le plus au monde, mais de manière plus écologique. Je me suis amusé à calculer le bilan carbone de ma pratique du snowboard et j'ai remarqué que la majeure partie venait du transport. Et donc du coup, pour moi, prendre le train, ça me permet de réduire considérablement ce bilan carbone et permettre de profiter de la montagne sans participer à sa destruction. Trop bien. Bon, on enlève les pots maintenant. Et puis après, descente... Tu me réponds, je parle à la caméra. Ils n'ont pas l'habitude encore. Ouais, c'est ça. Donc on enlève les pots et puis après descendre dans la poudre. Yes! Après l'effort, le réconfort. Et ça va être l'éclate. Précisons tout de même que ce genre d'expérience est très encadré. Matcher et Arnaud Cotet sont des professionnels. En clair, on peut les admirer, mais pas les imiter, ok? Ouh, joli. Je peux essayer? Ah non, mince, pardon. Yes. You. Ah, c'est cool. Ouais? Ouais. Arrivé juste avant le nuage, c'est parfait quoi. Je t'ai vu de loin avec le drone. Puis par contre, je l'ai vraiment bien eu quoi. Matt au début là, entre les rochers, nickel. Non, mais moi, ça me fait plaisir, après 10 ans de carrière, de toujours découvrir des coins sympas pour faire du snowboard à moins de 2 heures de chez moi, quoi. Bah, c'est vrai qu'autant toi et moi, on a fait le tour du monde pour le snowboard et le ski, et il y a tout à la maison. Ça, c'est cool de revenir ici et de se rappeler que c'est incroyable ici, quoi. Et tandis que Benjamin file droit dans la poudreuse, oups, comme quoi, n'est pas professionnel qui veut. Mégane file à toute allure vers le lac de Morat pour sa prochaine mission. Son objectif, comprendre le système de surveillance de la qualité de l'eau en Suisse. Mais alors qu'elle s'apprête à remonter aux sources de notre eau potable, voilà que notre enquêtrice découvre des chiffres alarmants. Dans une commune vaudoise, des mesures effectuées dans les eaux souterraines révèlent un taux de chlorothalonil, un puissant fongicide, bien supérieur aux valeurs autorisées. Et ça, Mégane, ça lui en fiche un coup. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un grand scandale dernièrement qui a été publié dans le journal. C'est vraiment du délire, genre par exemple dans la commune de Vuilly, le taux, Vuilly-les-Lacs, le taux est 27 fois supérieur à la norme, ce qui est vraiment monstrueux. En plus, j'arrive toujours à faire normalement mes trucs en une traite. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un grand scandale dernièrement supérieur à la norme, ce qui est vraiment monstrueux. Je l'ai fait! Son premier plan dans la boîte, notre courageuse Sherlock Holmes décide de braver le froid et la désolation des campagnes endormies au cœur de l'hiver pour comprendre comment on en est arrivé là. Bon là, ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on arrive à parler avec des gens de la commune pour qu'ils nous donnent un peu leur ressenti, mais bon, ça risque d'être difficilement gagné. Et des conditions météo qui sont pas tétées non plus, hein. Oh là là, ça caille carrément, Mégane, non? Et là, mais le vent, avec la pluie là qui fouette comme ça, là, horrible. Horrible. Mais le courage de Mégane finit par payer. Vous êtes agriculteur ici sur la commune de Vuilly-les-Lacs. Et du coup, je voulais avoir un peu votre ressenti par rapport à ce petit scandale qu'il y a eu sur les taux qui sont 27 fois supérieurs à la norme concernant l'eau qui passe un peu plus haut du coup dans la commune de Montmagny. Oui, alors ça me met en colère parce que finalement, il n'y a que l'agriculture qui est mise en cause. Il n'y a que ceux qui donnent à manger à la population qui sont mis en cause.
c'est pas les pharmaceutiques, c'est pas la chimie, c'est uniquement l'agriculteur qui est mis en cause. Au revoir, moi je vais voir les oignons. À côté, ça c'est des épinards, ok, ouais. Puis là-bas, c'est de la betterave. Côte de bête. Côte de bête, pardon, pas du tout. Oh là là. Megan qui n'est pas capable de savoir reconnaître les légumes, la honte. Si, la salade, j'ai reconnu quand même. Je suis de la campagne fribourgeoise en plus. Je suis pas très loin. Ben alors, pour une campagnarde fribourgeoise, Megan, c'est 0 pointé. Cela dit, c'est pas si facile de s'y retrouver. Il y a tout qui est vert là-dedans. Quoi, c'est pas vert la betterave? Ah bon. Bref, l'erreur est humaine et Megan sera peut-être plus à l'aise dans le labo d'une université que les pieds dans la boue. J'ai rendez-vous à l'UNIL, donc l'université de Lausanne, pour rencontrer Nathalie Chef, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'université et qui va pouvoir nous parler un peu plus en détail de tous les micropolluants. C'est parti! C'est parti pour le laboratoire où Nathalie Chèvre et son équipe testent l'impact des micropolluants sur des daphnies, des microcrustacés d'eau douce, très bonne indicatrice de la qualité de l'eau. On va les mettre en présence de substances chimiques et puis on va regarder si elles continuent à se reproduire, si elles meurent, enfin qu'est-ce qui se passe. Alors c'est pas toujours très gai parce qu'on n'a pas envie de faire mourir des organismes vivants, mais c'est le seul moyen qu'on a pour protéger ceux qu'on trouve dans l'environnement. C'est aussi la nourriture pour les poissons. Donc s'il y a des problèmes avec ces organismes-là, ça veut dire que potentiellement il y aura aussi des problèmes dans la chaîne alimentaire. On parle beaucoup des pesticides parce que les pesticides, on les cherche depuis longtemps. Donc maintenant, on a une bonne idée de la problématique des pesticides et de la contamination par les pesticides. Mais les pesticides, ils représentent 400 substances. Les médicaments, ils en représentent 2000. Les cosmétiques, il y en a 6000. Et sur ces 2000 et 6000, on en mesure une toute petite partie, même pas 2-3%. Donc on peut oublier d'avoir une eau pure. Ça n'existe plus, ça n'existe nulle part. Maintenant, si nous, en tant qu'êtres humains, on boit de l'eau tous les jours, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Avant toute chose, faire attention à son alimentation et après, on peut commencer à se poser des questions sur l'eau potable. Mais elle est quand même très bien traitée en Suisse et on a des résidus, mais ça, on en trouvera partout. C'est pas possible. On en a dans l'air, on en a partout. Donc c'est plutôt une question de qu'est-ce qui est le moins pire. Et le moins pire pour moi, c'est de boire de l'eau du robinet. Vive la société du moins pire. Mais bon, si c'est la chimiste qui le dit, on peut lui faire confiance. L'eau du robinet, c'est meilleur pour l'environnement et c'est pas moins bon pour la santé. Pendant ce temps-là, Carolina découvre la Campanie au sud de l'Italie. Une région qui tente un retour à la terre et aux produits bio, malgré la présence du crime organisé. C'est la journaliste Valérie Dupont qui lui sert de guide. Une guide un peu particulière qui ne vante pas vraiment la beauté du paysage, bien au contraire. La périphérie napolitaine n'est pas la plus belle région du monde. Moi, je me fais toujours accompagner par un caméraman de Naples. Et donc là, franchement, je préférerais qu'on demande à l'hôtel, etc. Parce qu'on n'est pas à Genève, quoi. Donc vraiment, manger, il faut savoir où on va, tu vois. On va pas aller, ok? Des choses comme ça. Oh oui, une bonne pizza traditionnelle, mais sans mafia dedans, parce qu'ici, la Camorra a tendance à s'infiltrer partout, jusque dans la mozzarella. Alors oui, je disais, donc ici, là où on va, c'est aussi ce qu'on appelle la terre des feux. C'est-à-dire un endroit où pendant des décennies, les clans camorristes ont enterré des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets toxiques. Comment ils se faisaient de l'argent avec ça? Par exemple, une entreprise doit recycler des batteries de voitures. Toi, tu dis que tu vas les prendre pour les recycler, donc l'entreprise te paye pour les recycler, mais toi, tu ne les recycles pas, tu les enterres. Donc, fatalement, tu te fais beaucoup d'argent. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la terre des feux aussi? C'est parce qu'il y avait des montagnes de détritus un peu partout et ils avaient l'habitude de mettre le feu à ces déchets. Et ici, ils ont un taux de cancer au niveau des enfants, etc., plus élevé que dans le reste de l'Italie. Bon business. Sortir ici. Un bon business, tu parles, c'est franchement la zone. Cela dit, au milieu de cette friche, salut toi, s'épanouit un fleuron de la gastronomie italienne, une fromagerie biologique libre de toute influence de la mafia. C'est possible ça? Donc là, on est arrivé à la fromagerie Le Terre di Don Pepe Diana et on va rencontrer Massimo qui est le responsable de la coopérative et qui va nous en dire un peu plus sur l'histoire de cet endroit et tout. C'était clair. Limpide. Buongiorno. La coopérative Libera Terra compte 74 membres à travers l'Italie.
des associations qui produisent une alimentation bio en proposant des produits typiquement italiens sur des terres confisquées à la mafia. Le récit qu'il y a derrière tout ça et puis les illustrations. T'es prête, Carolina? Tu veux commencer par quoi? On va lui poser des questions sur tout le contexte dans lequel cette fromagerie a vu le jour. Mais je comprends absolument rien à ce qui se dit. On va se débrouiller, t'inquiète pas. Allez, on y va? Il circuito di cooperative Liberaterra è un progetto che nasce diverso tempo fa, circa 20 anni fa, con la costituzione della prima cooperativa in Sicilia. Poi si è evoluto, sono immaginati altri progetti e sono nate altre realtà cooperative, dopo la Sicilia anche in Calabria e in Puglia, e il progetto Liberaterra arriva in Campania, nella nostra regione, proprio con il progetto cosiddetto Mozzarella della legalità. Parce que quand on entend parler des mafias, on entend souvent voilà, les trafics de drogue, le proxénétisme, ce genre de trucs, mais on oublie que ça s'appelle comment? L'agro-mafia. Voilà, et c'est du coup ce qui s'est passé ici avec différents aliments. Però qui abbiamo l'esempio ovviamente del comparto bufalino che è stato infiltrato da diverse attività gestite dalla malavita organizzata, ma ovviamente anche in altre zone d'Italia e non solo ormai. Tutto il settore parte, ovviamente, pezzi delle distribuzioni anche di beni alimentari sono state molto avvicinate da dinamiche vicine o legate comunque a traffici illeciti. En fait, il y a vraiment plein de manières de corrompre le truc, quoi. De couper les aliments avec justement du lait caillé importé de chez Zezou. Dans certains cas, c'était altérer le produit. Dans d'autres cas, c'était abattre les coûts fixes. Dans d'autres cas, c'est du blanchiment d'argent. Donc il y a beaucoup. En fait, il y a vraiment... ok. Quelle maîtrise du moonwalk, bravo! Blague à part, pour sortir la production agroalimentaire des griffes de la mafia, le Parlement italien a adopté en 1996 une loi qui permet de reconvertir les commerces confisqués à la mafia en entreprises d'utilité sociale. La coopérative Liberaterra a ainsi pu récupérer des moyens de production et fournir du travail correctement rémunéré aux habitants de la région. Et au fait, vous produisez quelle quantité de mozzarella? Allora, mediamente in una settimana siamo su tra i 40 e i 50 quintali di latte lavorato per una produzione che varia tra come media intorno ai 2,5 quintali di mozzarella al giorno, 2,5 quintali, 3 quintali a seconda delle giornate e dei periodi dell'anno. 100 kg di mozzarella. Esattamente, e ovviamente lavorando su ordinazione non c'è un quantitativo fisso quotidiano. Noi oggi possiamo affermare di essere all'interno di un circuito di produzione che è ipercontrollato, nel quale si assicura una quasi completa tracciabilità dei flussi produttivi, sia per quanto riguarda la produzione di latte, la gestione delle aziende bufaline, sia per quanto riguarda la produzione della mozzarella e la trasformazione del latte bufalino. Nous voilà rassurés. Avant de partir, une petite surprise pour Carolina. La dégustation de la vera mozzarella di bufala. Miam miam. J'ai l'honneur, que dis-je, le prestige de pouvoir goûter cette mozzarella qui sera probablement la mozzarella la plus fraîche que j'aurais jamais mangée de ma vie puisque c'est celle qu'on vient de voir, qui vient d'être produite. J'ai l'impression que je vais faire un truc hyper important dans ma vie là. J'ai l'impression de gâcher ce prestigieux mets. Et alors? C'est bon? Hein? C'est ouf. Ah mais vraiment, ça n'a rien à voir. C'est là qu'on voit à quel point entre la production intensive, industrielle et ça, il y a un monde quoi. Le monde de la vraie bonne mozzarella artisanale, j'en ai les papilles qui frétillent encore, que l'on quitte pour rejoindre Benjamin. Après avoir goûté au plaisir du ski de randonnée en pleine nature, Benjamin prépare sa caméra d'action haut de gamme à bord du train qui l'emmène dans les Grisons, à Lax, une station de ski qui a l'ambition de devenir autonome en énergie. Est-ce que vous savez que les stations de ski sont un gouffre à énergie
énorme, c'est gigantesque, ça consomme et ça participe au réchauffement climatique. Donc l'Axe s'est décidé à faire les premiers pas pour avoir une station de ski autosuffisante. Donc on va voir ce que ça donne. Rendez-vous à l'Axe tout de suite. L'Axe, c'est 224 km de pistes de ski, 28 remontées mécaniques et 10 000 visiteurs par jour en pleine saison. Et tout ce petit monde et toutes ces installations, ça consomme 280 000 gigawattheures par an, principalement fournis par du fioul. Mais l'Axe est bien décidé à se libérer des énergies fossiles. On est sur le point d'aller rencontrer le patron de la station, qui s'appelle Reto. Je l'ai déjà rencontré il y a pas mal de temps, mais je pense pas qu'il se souviendra de moi. C'était pour lui présenter le snow scoot, pour que les snow scoots soient autorisés à l'Axe. Reto, c'est le patron de la station et surtout le responsable du projet Green Style. Un plan en 7 étapes pour rendre l'Axe autonome en énergie. Donc, on fait un petit tour avec Reto, il va nous montrer un petit peu ce que eux ils ont fait, les premiers steps, les premiers pas pour avoir une station de ski éco-friendly, si je peux m'exprimer comme ça. Oh, I see e-cars already. Yes, that's the point 1 on our 7-point plan, electrification of the mobility. Yeah. And what we can do is, as a result, we can invest in charging opportunities. La mobilité, c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre dans une station de ski. C'est donc la priorité numéro 1 de Reto. Passons maintenant au point 2, le chauffage. So what's this place? Yes, this is the heating of the Rocks Resort. Okay. And it's biomass heating with wooden pellets. Okay. And wood is actually CO2 neutral because it's important to have wood from sustainable forestry. What you also have to add, of course, is the grey energy from transportation. Cette chaudière à bois permet de chauffer un complexe de 143 appartements, 8 restaurants et 9 magasins. Rien que ça. Et dans le cœur du réacteur, ah oui, ça chauffe bien. Là, on se dirige vers le télécabine et il va me montrer comment le surplus de chaleur du télécabine est réutilisé pour chauffer tout le bâtiment. C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, mais ça produit énormément de chaleur. Et eux, ils ont fait en sorte de pouvoir réutiliser cette chaleur pour chauffer tout le bâtiment. Donc c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on appelle l'efficience énergétique, le point 3 du plan de Reto. These motors, they generate lots of warmth, which is coming out here. Yeah, now it's not working. Now it's not running, but you can feel when it starts. And before it went just out somewhere here onto this one. Now you can hear. It's getting really warm. And now we are heating with these heat pumps the whole building, and the energy which exceeds the demand here we let go into the Rocks Resort as well. And so we saved a lot of energy. Une installation high-tech réglée au millimètre, mais qui n'est pas sans conséquence sur le réchauffement de Benjamin. Heureusement, c'est pour la bonne cause. Pour découvrir la 4e étape du plan de Reto et se rafraîchir, Benjamin prend un peu de hauteur. C'est Darty, mon kiki. C'est dommage que j'ai pas pris mon snow scoot. J'aurais pu aller me faire un run dans le snowpark. En fait, on savait pas du tout qu'on allait monter ici ce matin. Du coup, je suis en basket. J'ai pas mon snow scoot, pas mes skis. Mais c'est pas grave. À défaut de snow scoot et de ski, un petit tour en snow chenillette peut-être. Hi. Hallo. Wie heißt du? Beat. Beat. Also freut mich. Okay, super. Die Maschinen sind... Ja, genau. Das sind die heute nicht gebraucht werden. Okay, okay. Und was ist speziell mit dieser Maschine? Also speziell bei den Maschinen ist, dass wir auch grüne Maschinen haben und diese sind dieselelektrisch, dass wir auch weniger Diesel verbrauchen. Wie Hybrid? Wie Hybrid, ähnlich Hybrid, ja. Okay. Ja, wir können so ungefähr bis zu 20% weniger Diesel. Oh, okay. Ja. Also ist schon gut. 20% ist schon gut. Bon, finalement, tous les ratracs électriques sont de sortie. Ça sera pour une autre fois, Benjamin.
Alors, on en était resté au point 4 du plan de Reto. Passons aux étapes 5 et 6, l'installation d'un parc solaire et éolien pour augmenter largement la part d'énergie renouvelable produite directement sur place. Yeah, because you said you started it 10 years ago. Or... Yes, yeah. 2010. We can go this way. Yeah. Do you see the demand from the clients that are coming here? The visitors, they really, is it something that attracts them to have the fact that it's getting sustainable? Over 90% of our guests said for them it's actually a really important topic, and they really appreciate that we have something like that. And it could be a reason to come to Laax instead somewhere else. I think you saw it recently, what happened with the helicopter and importing snow in the resort. What do you think about that? Oh, that's... I ignored it, actually. Yeah, you just gotta do this. Et voici le dernier point du plan de Reto. Là, on est sur le toit du Riders Hotel. Ils ont installé des panneaux solaires verticaux. Comme ça, quand il neige, avec la réflexion, ça fait la réaction photovoltaïque qui crée de l'électricité. Et puis, c'est des deux côtés. Donc, c'est hyper efficace comme système d'électricité. Mais bon, voilà. On est en plein dans le thème. Il est censé normalement y avoir de la neige. Et malheureusement, il fait un peu chaud. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de neige. Do you think it's possible for Laax to be fully sustainable in the near future? Yes. yeah, it's much better than in the beginning. In the beginning it was tough to create everything. You have to start from zero. Yeah, and also to convince everyone, and it's really important to communicate about it. And you also need to create a supporting culture around. Yeah. If people, we can have the best strategies. If the people around me are not supporting it, I'm gonna. Yeah, you can't do everything. No, you can't do that. Yeah. Cool, yeah, good luck. Thank you. Ça fait déjà 10 ans que Laax a commencé ce projet écologique et ils sont loin du compte encore, ils ont pas mal d'années devant eux avant que la station soit autosuffisante. Donc c'est une longue route, en espérant qu'un jour toutes les stations deviendront complètement écologiques. Un vœu qui restera pieux? L'avenir le dira. Pour l'heure, départ pour Motier, en compagnie de Mégane, encore chamboulée par sa rencontre avec Nathalie Chèvre, éco-toxicologue à Lausanne. On peut oublier d'avoir une eau pure. Ça existe plus, ça existe nulle part. Effectivement, là, ça m'embête un peu. J'avais hyper confiance dans l'eau suisse en me disant que c'était de l'eau de source et qu'elle était super pure. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi. On va aller suivre un peu le cycle de l'eau, on va aller vérifier sa qualité et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti, je vous emmène. C'est ici, au cœur de la Romandie, que coule une eau vive à défaut d'être pure. Sympa les bottes. Mais qu'est-ce qu'elle a battu? Je sens grave le jugement, tu sais. Mais non, elles sont belles tes bottes. Allez, la quête de la source, ça demande un peu d'équipement. T'es prête? Le baudrier, c'est bon? Tout est ok? Voilà. Mégane est prête à affronter la grotte et le dragon. Ah, le Val de Travers, ses petits ponts de bois, ses rivières riantes, ses forêts de feuillus et ses cascades impressionnantes. On dirait la pisse vache, non? On va faire de la spéléologie, vous voulez voir? Je suis vraiment équipée, très bien équipée. On va voir comment je ressors surtout parce que là ça va encore. Mais on va dire quand on va ressortir, ça va être autre chose. C'est parti. Un petit moonwalk aussi? On verra ça plus tard. La grotte de la cascade, c'est 200 mètres de longueur, 80 mètres de profondeur et quelques obstacles pour notre spéléologue débutante. T'inquiète, Mégane, t'assures grave. Je te propose qu'on descende à la cave. Ouais. On va aller voir si on trouve de l'eau. Allez. Si on arrive à retrouver la rivière. Je suis coincée. Mais c'est pas possible, ça y est. Ça va aller, Mégane, tu t'en sors très bien. Je me serais déjà tordu 3 fois la cheville au minimum. Ah, et la voilà, qui apparaît sous nos yeux ébahis, sortie des entrailles de la terre, aussi pure que possible. Voilà la source. Voilà, on est arrivé sur l'eau, là, c'est le siphon. La grotte continue là-bas derrière. Elle vient depuis plus loin dans la grotte, elle vient depuis Jura. C'est une eau qu'on appelle karstique. Et le gros problème qu'il peut y avoir, c'est que certaines grottes
sont utilisés comme pompage, comme source, des sources karstiques. Et puis là, une pollution, elle peut être très vite répercutée sur la source. Et la source peut être inutilisable pendant des mois, voire des années, voire à tout jamais. Quand on se met ici au coin, on entend des fois la rivière, ça fait un bruit comme ça, comme si la grotte respirait, ça fait des borborings comme ça. C'est ça. Ah, c'est cool. Puis dans une grotte, c'est le silence. Ouais, c'est ça, c'est agréable. J'ai failli m'endormir tellement j'étais bien. Merci Mégane. L'eau de la grotte de la Cascade, comme beaucoup d'autres sources karstiques, est filtrée et analysée par une station de pompage avant d'être injectée dans le réseau d'eau potable. Mégane a rendez-vous à l'usine des Moyas, à Bro-Dessous. Bonjour messieurs. C'est Gobert. Mégane, enchantée. Je suis ravie d'être ici. J'ai hâte d'en savoir plus sur comment vous captez l'eau, ce genre de choses. Voilà. Vous me donnez toutes ces informations, j'ai vraiment hâte. Vous me suivez. Super, je suis derrière vous. Cette impressionnante installation de tuyaux en tout genre, c'est ce qui permet d'alimenter en eau toute la ville de La Chaux-de-Fonds. 39 000 habitants. Ça demande une certaine logistique et une gestion des risques rigoureuse. C'est depuis ces appareils qu'on suit la qualité de l'eau avant pompage en direction de La Chaux-de-Fonds. On a plusieurs éléments. Avant pompage, pour toujours intervenir. D'accord. Toujours intervenir. Pour rien, quoi, en fait. Ben, surtout pour éviter de contaminer quoi qu'il arriverait. On interviendra tout de suite avant. Pour arriver dans les foyers chaudefonniers, l'eau parcourt 20 km et gravit 488 mètres. Eh oui, c'est haut La Chaux-de-Fonds. C'est là qu'elle se souille de tous les micropolluants utilisés dans les produits d'hygiène ménagère et corporelle avant d'être évacués vers la station d'épuration. Comme la steppe de Panta par exemple, la seule de Suisse romande à s'être dotée d'un moyen d'éliminer ces micropolluants. Chef de division de la protection des eaux. Chef de division de la protection des eaux. Ça devrait aller. Bon, mini intro pour commencer, pour pouvoir un peu resituer un peu dans le vlog et tout. Nous venons tout juste d'arriver du coup à la steppe, donc c'est la station d'épuration où nous allons rencontrer Florence Dapp, qui est la chef de division de la protection des eaux pour le canton de Vaud. Donc on va visiter un peu l'établissement parce qu'il faut savoir qu'ici, ils ont un filtre à charbon qui filtre les micropolluants. Bonjour. Bonjour. Ah, savez-vous qu'on a rendez-vous? Parfait. Allô, oui. Florence Dapp est le responsable de la station d'épuration de Panta, accueille Mégane dans cette steppe de nouvelle génération. On va arrêter le bruit un petit moment. L'objectif, c'est de traiter dans ces steppes 80% des micropolluants. On n'arrivera jamais à atteindre 100%, d'enlever toutes ces micro-particules, ces micro-substances dans les eaux. Et la steppe de Panta, elle atteint, depuis plus d'une année maintenant, elle atteint ces chiffres, elle est même en dessus des 80% d'abattement des micropolluants. Et c'est toutes des substances qui avant partaient directement à l'Avenoge, voilà, le cours d'eau juste plus bas, et qui maintenant sont retenues ici et qui sont bloquées au niveau de la steppe. Et alors, comment ça marche ces filtres à charbon? Donc notre tube là, où nos réacteurs derrière, c'est rempli de charbon, un micrograin. Avec ça, on a l'eau qui sort de la steppe, qui rentre depuis dessous dans le réacteur, et puis qui va mettre en suspension ce charbon. Et le charbon, il va absorber les micropolluants. Parce qu'un grain de charbon, c'est un peu comme une éponge, c'est plein de petits trous, plein de vide en fait. Et les molécules de micropolluants vont aller se cacher dans ces trous en fait. Faut boire cette eau pure. Je vais aller remplir ma gourde d'eau des micropollués et tout, voilà. Elle sera parfaite pour moi. Tu vois, quand on se rend compte de tout ce que nous, on rejette dans l'eau, et toutes les merdes qu'on file et tout. Et là, ça m'a vraiment j'ai une prise de conscience de ouf. Je me sens hyper mal de dire que j'ai des lingettes humides à la vaisselle. Je culpabilise de fou. Mais ouais, non. Et puis les cheveux aussi. Ah bah, tout le monde a des cheveux comme ça, comme moi. Là, vous m'en demandez un peu beaucoup quand même. Dans la douche, il faut les enlever. Non, moi, je les enlève, voilà. je les jette pas. Non, mais il y en a beaucoup qui, en nettoyant leur brosse, elles mettent dans les toilettes. Ah bon? Ah ouais. Quelle idée. Ah, moi, je suis le plus gros fléau de la société pour la steppe, là. C'est moi, en fait. Regarde, j'ai les cheveux longs. Voilà. Je suis une cata. Je me maquille, je mets plein de cosmétiques sur mon visage.
Demain, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Non, mais alors franchement, vraiment, il y a des choses qui vont changer. Non, je rigole pas du tout, mais il y a vraiment des trucs que je vais faire attention maintenant. C'est décidé, demain je me rase la tête et j'arrête de me laver. Chiche, Mégane? On verra. En attendant, retour à Naples avec Carolina, en mode marmotte ce matin. Je veux dire que je me suis pas réveillée. Ce matin, c'était pas facile. Vous m'avez beaucoup attendu? Un petit peu, oui. Mais heureusement, on est quand même à l'heure. C'est vrai que c'est pas facile de se lever à l'aube. Mais bon, dans certains métiers, c'est comme ça tous les jours. Agriculteur, par exemple. Tenez, Gabriel dit vuolo. Lui, il a pas le droit à la panne d'oreiller. Vraiment expérimental, comme on dit. C'est vrai qu'on voit le mieux. On voit pas, on s'en fout. Alors là, on est très tôt le matin. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ce matin ici? Ici, c'est une entreprise qui élève des bufflonnes. Et les bufflonnes, elles font du lait qui font de la mozzarella di bufala. La fameuse. Et c'est grâce à vous, mesdames. Merci beaucoup. Mais les choupettes! C'est vrai qu'elle est belle. Mais oui, t'es belle. Y a un truc qui va pas, Carolina? Je suis très tiraillée intérieurement. Pourquoi? J'ai pas choisi de faire ce sujet, ok? Je suis très mal à l'aise. Eh oui, la communauté de Carolina, celle qui la suit sur les réseaux sociaux, compte pas mal de véganes et d'antispécistes, des défenseurs de la cause animale qui ne voient pas l'élevage d'un bon œil, même s'il est bio. Mais les bêtes ont l'air bien traitées ici, non? Diciamo che noi puntiamo molto alla sostenibilità e al benessere degli animali. Da sempre il nostro motto aziendale è un animale felice, un animale che produce di più, quindi sta bene. Noi cerchiamo di imitare, riprodurre più che altro quello che avviene in natura all'interno dell'allevamento intensivo. Adesso viene accompagnato là, viene pesato. La preuve, ici on tient tellement au bien-être animal que le repas se passe en musique. Avec la musique en plus, ça va très bien. C'est très étrange comme moment avec la flûte de pan du Titanic. Ben oui, mais la musique, Carolina, ça adoucit les mœurs, non? Hein, mesdames? C'est joli cette flûte. Ça vous dit un peu de hard rock après? Non? Ah, regarde le beau cadre. Sul mondo, diciamo, On peut se mettre par là, hein. Ça fait un joli petit cadre avec le foin derrière. Allora sì, il nostro comune è un comune ricco di allevamenti bufalini. Noi contiamo qui a Cancellernone circa 33.000 capi bufalini. Diciamo che il territorio è molto in vocazione per questa razza. Diciamo che la bufala si adatta bene a queste zone anche paludose, proprio dalle sue origini, da dove viene. Intorno ai 30 giorni. En effet, la bufflonne est une immigrée. Oui, madame. Elle vient d'Asie à l'origine. Mais ils sont malins, les Italiens. Ils l'ont tellement bien intégrée, la bufflonne, qu'ils ont obtenu une appellation d'origine contrôlée sur le fromage fabriqué à partir de son lait. Même si elle produit moins de lait qu'une vache, il est beaucoup plus riche en protéines et en graisses. En résumé, avec la bufflonne, c'est moins, mais mieux. Un credo très tendance de nos jours. Bon, allez, un dernier petit tour à l'intérieur, histoire de voir comment ça se passe et surtout comment on comptabilise tout ce lait. Fatto questo, praticamente, vedi, c'è un computer che comunica nel nostro ufficio, ci dice quantitativo di latte, questo animale ha fatto 9,3 litri e il numero del microchip. Si la traçabilité du lait est si importante aujourd'hui, c'est parce que dans les années 2000, le monde a découvert ébahi les pratiques mafieuses de l'agrobusiness dans le secteur de la mozzarella. Fabriquée à partir de lait congelé importé, de lait en poudre et parfois même contaminé par de la céramique, la mozzarella n'avait de bufala que le nom. L'appellation d'origine contrôlée garantit désormais la qualité du produit. Pas vrai les filles? C'est clair. Mais avant de quitter Naples, un dernier devoir s'impose. Aller s'empiffrer avec une vera pizza napoletana à la mozzarella garantie sans mafia. C'est par là? Du coup, on est au restaurant où on peut manger une pizza avec la mozzarella des Terre di Don Pepe Diana. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et quand Valérie
à expliquer ce qu'on est venu faire. Le propriétaire avait l'air très très content, très enthousiasmé. Et du coup, visiblement, c'est le chef qui va me ramener ma pizza et que ça va être genre un truc incroyable. Non, j'en fais des casses. Bref, j'ai hâte. Grazie mille. Tada! Ça l'appareil photo. Ça va être ça ma miniature. Elle est super, elle est super. Elle a l'air délicieuse. Megan, Carolina et Benjamin sont de retour en Suisse avec leurs vidéos fraîchement terminées. Ils ont rendez-vous avec Philippe Roch, ancien directeur du WWF et de l'Office fédéral de l'environnement. En clair, un écologiste de la première heure. Leur objectif, prendre du recul avec leur expérience et comparer ces initiatives écologiques très diverses. Ah bah il arrive. Bonjour. Alors vous êtes tous revenus de reportage. Oui. Donc je suis Philippe. Enchanté. Un fou de nature depuis ma naissance, je peux dire. Vous allez aimer les vidéos qu'on va vous montrer? Ah, je suis sûr, je suis très curieux en tout cas. On y va? C'est parti. C'est là-bas. Et voici le moment tant attendu où nous allons enfin découvrir leur travail. Alors moi je suis parti à l'Axe et au Moss. Alors, je vous laisse regarder l'extrait. My task at LAX is the Green Style Environmental Concept. Reto nous a d'abord briefé sur tout le projet écologique de l'Axe. Ça a pris pas mal de temps, mais parce qu'il voulait absolument être sûr qu'on comprenne bien tout le travail qu'il y a derrière. Une fois briefé, il nous a emmené voir les premiers changements. That's the point 1 on our 7-point plan, electrification of the mobility. Yeah. Et oui, parce que ce sont les transports qui polluent le plus en station. Et plus précisément, tous les gens qui partent skier en montagne. Du coup, ils ont installé pas mal de bornes pour recharger les voitures électriques et ils ont aussi installé des shuttles. Des shuttles, donc des petits taxis qu'on peut louer en faisant juste un don à Green Style. Green Style qui est donc l'organisation qui gère toute la partie écologique de l'Axe. Do you think it's possible for l'Axe to be fully sustainable in a near future? Yes. Nous, on a eu énormément de peine à trouver une station qui comme l'Axe, commence à faire, commence à changer des choses. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Je pense qu'il y a tellement de forces contradictoires, de fait. En même temps, on veut faire vivre une station, il faut bien qu'il y ait une rentabilité économique. Et puis, même si on est attentif à l'écologie, ça ne se résout pas du jour au lendemain. Et puis, il y a des gens plus ou moins engagés. Là, on a vu qu'il y a quand même des personnes qui veulent y arriver. Ça, c'est la première condition. Il n'y en a pas partout. Peut-être qu'un des facteurs qui va jouer, c'est ce changement climatique qui oblige les stations aujourd'hui à aussi remettre en valeur le tourisme d'été. Et là, on peut arriver à des solutions peut-être plus écologiques, moins mécaniques. Maintenant, est-ce que toi, tu crois à cette idée de totalement sustainable? Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? Toi, tu penses que vraiment ils vont y arriver? Je parle du 100%. Je vais paraître pessimiste, mais pour moi, ça paraît très difficile. Il m'a dit que lui aussi, c'était un combat qu'il devait mener pour essayer de convaincre les bonnes personnes, pour développer tout ça. Il y a beaucoup de chemin à faire encore. Et pour l'instant, avec les premières étapes qu'ils ont fait, j'espère vraiment qu'un jour ce sera possible. J'aime beaucoup l'idée du chemin. Et je trouve qu'elle doit s'appliquer quand même à l'ensemble de la problématique. Moi, je suis un écologiste fondamentaliste. Je suis totalement convaincu. Mais en même temps, je vois le monde comme il est. Et je trouve de faire croire que ça va être facile, qu'il suffira de quelques techniques, puis que ça va résoudre nos problèmes, ça, je trouve un peu dangereux. Parce qu'on dit, on attend, puis ça viendra. Non, c'est un chemin. Et le chemin est difficile. Il est passionnant. On peut partager les choses. C'est génial, on peut être créatif. Mais c'est un cheminement. Encore de la route, mais... Oui, même de la route. On y croit. C'est bien. C'est mon tour. Je vais montrer ma vidéo que j'ai faite du coup au nord de la région de Naples, qui parle du business de la mozzarella di bufala. Je t'avoue, Carolina, que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais quand même à une petite dégustation. Moi aussi, j'étais très triste de ne pas pouvoir en ramener, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, je vais vous montrer ça. Una delle pratiche che hanno reso celebre il clan dei Casalesi, una delle pratiche criminali mafiosa più disgustosa, è stata quella di aver dato disponibilità di alcuni terreni, alcune cave, per sotterrare dei rifiuti provenienti da aziende lontane da qui.
La personne que tu viens d'entendre est Massimo, responsable de la fromagerie Le Terre di Don Pepe Diana appartenant à l'ONG Libera. Libera est la principale association italienne anti-mafia regroupant à ce jour plus de 1000 associations locales à travers toute l'Italie. Sa préoccupation principale est de proposer aux citoyens, notamment aux jeunes, une société libérée des pratiques mafieuses grâce à de nombreuses actions. J'ai peut-être une première remarque. Je suis très admiratif des personnes qui s'engagent dans ce contexte. La mafia, c'est pas rien, hein. Il y a des morts, il y a des pressions énormes. Et d'avoir une organisation qui s'organise pour revenir à la source naturelle de la production, je suis très admiratif du courage de ces gens. Et ça montre aussi combien il est utile de s'associer, où qu'on soit, peut-être des fois dans son quartier, dans son village, pour ensemble promouvoir des choses plus belles. Quand on arrive dans la fromagerie, on voit partout des slogans anti-mafia, la Camorra a perdu. Ils sont vraiment dans cette volonté de nettoyer en fait ce marché, sachant que là on parle de l'agro-mafia. Souvent quand on parle de mafia, on pense trafic de drogue, trafic d'humains, etc. Et on ne se rend pas compte que ça va jusque dans les tomates, les aubergines, la mozzarella. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est un sujet écologique? Totalement, totalement. D'abord, oui, il y a beaucoup d'aspects. Je reprends peut-être un des aspects que tu mentionnes, c'est les déchets. Il y a quelques années, un conseiller d'État vert genevois prévoyait d'expédier les déchets de Genève dans la région de Naples. Heureusement, on a réussi à le stopper en disant « mais tu ne te rends pas compte, tu te jettes dans les bras de la mafia ». Et ce reportage, il nous donne raison. Il ne fallait pas faire ça. Ça, c'est un premier chemin. Donc, à ce point de vue-là, c'est déjà écologique. Assurer la qualité du fourrage, etc. Et puis, c'est écologique aussi, je trouve, dans le rapport à l'animal. Parce qu'on peut avoir une industrialisation de la production laitière, etc., avec des excès incroyables. Il y a aussi toujours cette tentation pour certains producteurs pour essayer d'augmenter leurs revenus. Et puis, on voit que l'appellation protégée, les conditions de production font qu'on a aussi des étables d'une dimension raisonnable, probablement aussi beaucoup de respect pour ces animaux. Donc ça contient aussi cet aspect-là. Bon, merci beaucoup pour le retour. Magnifique, félicitations, très beau travail. Merci. Donc pour ma part, moi je suis allée vérifier la qualité de l'eau en Suisse. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'était de suivre un peu le cycle de l'eau, tout son parcours, etc. Donc c'est ce que je vais vous montrer par l'intermédiaire de ma vidéo et puis après on pourra en discuter. Donc là derrière moi vous pouvez voir l'eau en fait qui ressort après son traitement des micropolluants. Donc elle a subi toutes les étapes et hop, elle va pouvoir ressortir et aller se déverser dans la rivière. J'ai bien compris durant ma mission qu'on s'intéressait à des composants de plus en plus petits, comme les fameux micropolluants qui se trouvent dans notre eau et qui pourtant peuvent avoir un impact important sur notre environnement et notre santé. Un article récent dans le journal révèle les vrais taux de chlorothalonil dans certaines sources suisses. Ces chiffres ont pour le moment toujours été cachés à la population. Nous nous sommes alors rendus dans la commune de Vuilly-les-Lacs où la valeur limite est 27 fois supérieure à celle autorisée. J'ai pu discuter avec plusieurs habitants, dont un agriculteur, et tous sont unanimes. Ils ne sont pas du tout inquiets de ces résultats car la source n'est plus utilisée comme point de captage d'eau potable depuis des années. Intéressant, tu parles du Vuilly. Autrefois, toute cette région était une région de marais naturels. Et moi, je me suis battu vraiment toute ma vie pour faire reconnaître ce que tu présentes très bien ici, c'est le cycle de l'eau. Parce que, par exemple, dans les projets de développement, on dit on va faire des puits pour que les gens aient de l'eau. Bon, très bien, mais d'où vient l'eau? Et l'élément le plus important de ce cycle, c'est la nature. Par exemple, en Suisse, on a constaté que toutes les sources qui sortent des forêts sont pures. On peut boire l'eau, direct. Pourquoi? Parce que la forêt, il y a une interdiction de traiter par des produits chimiques et on a le cycle naturel. Et autrefois, il y avait toutes ces zones humides qui jouaient le même rôle. On a voulu intensifier pour nourrir les gens, l'agriculture, et forcément, on a cassé un peu ce cycle, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est tellement important de toujours rester conscient. Alors, j'ai une petite question concernant le charbon. D'abord, d'où vient ce charbon et comment il est régénéré? Parce que ces micropolluants, ils sont captés, comme il l'a très bien expliqué, mais on fait quoi après? C'est ce que j'allais demander justement. Après, ça va où? Alors en fait, c'est un charbon réutilisable. Donc ils le font chauffer au départ pour l'éclater, pour qu'il soit au maximum ouvert pour pouvoir capter les micropolluants. Après, toutes les semaines, ils en rajoutent dans le filtre pour en renouveler et avoir toujours quelque chose d'assez efficace. Et une fois que la cuve est pleine et qu'ils doivent le changer intégralement, ils le renvoient en fait à l'entreprise qui le fabrique, qui l'a premièrement éclaté, et ils le recyclent en fait.
Ils le rééclatent et ils arrivent à rééliminer, en le chauffant très fort, à rééliminer les micropolluants pour le rendre de nouveau pur et point. Ils arrivent à faire ça. Il est totalement recyclé, ouais. Ça a désintégré les micropolluants et hop, ils réutilisent le même et ils refont la captation. C'est vraiment une très bonne réponse, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Mais j'aimerais aussi en rendre conscient du fait que même si le cycle fonctionne bien, ça demande beaucoup d'énergie. Bien sûr. Juste avec ce message que rien n'est totalement neutre, que chaque fois qu'on agit sur quelque chose, eh bien, il faut tenir compte de l'ensemble. C'est pour ça que j'insiste un peu sur cette question. Merci beaucoup pour votre temps. Oh, c'était vraiment un plaisir de partager. Je vous félicite, vous avez fait un super travail. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Puis, vous voyez, des jeunes comme vous, ça me donne de l'espoir pour l'avenir de la planète. Tant mieux, c'est les fesses comptées. Ça donne envie d'en voir plus, non ? Alors, retrouvez l'intégralité des vidéos de nos 3 créateurs sur leurs chaînes YouTube respectives, à savoir World of Advice pour Mégane, La Carologie pour Carolina et Benjamin Friand pour Benjamin Friand. La semaine prochaine, dans On a marché sur la Terre, des jeunes Romans et Français qui se font stériliser pour sauver la planète. Des serveurs informatiques qui chauffent des appartements en France et des expériences collectives pour solutionner la crise en Grèce. À la semaine prochaine.